As-tu déjà vu un gratte-ciel qui peut changer de forme? Les créateurs de la FNF Tower à Panama avaient une idée et seulement 50 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup pour bâtir un gratte-ciel. Ils ne pouvaient donc se permettre aucune erreur et ils ont réussi dès leur première tentative à construire une structure dont les 39 étages supérieurs tournent de 9 degrés autour d'un axe, sans gaspiller ni leur temps ni leurs matériaux. Une fois terminée, la Dynamic Tower de Dubaï sera différente à chaque fois que tu poseras les yeux sur elle. Chacun de ces 80 étages tournera individuellement de 360 degrés autour de l'axe du bâtiment. Ces heureux résidents pourront contrôler cette rotation et donc choisir la vue qu'ils auront de leurs fenêtres. Un tour complet devrait prendre environ 90 minutes. Et non, la tour ne consommera pas énormément d'électricité, car elle en produira elle-même. Des éoliennes entre les étages alimenteront les rotations. Si tu as toujours rêvé de vivre à l'intérieur d'un jeu vidéo, réserve un appartement dans le King Power Mahanakhon. Ce gratte-ciel pixelisé de la hauteur de la Tour Eiffel est le plus haut bâtiment de Thaïlande. Il doit son aspect à ses fenêtres divisées horizontalement et verticalement. Il a fallu 5 ans pour terminer cette beauté qui compte plus de 200 appartements, un hôtel, des boutiques de luxe, des restaurants et l'un des panoramas les plus époustouflants au monde. Le Libyan International Building est agrémenté de l'une des plus hautes chutes d'eau artificielles de la planète. Mais ne t'inquiète pas, il ne l'allume que lors des grandes occasions et elle est alimentée par un mélange d'eau recyclée et d'eau de pluie. La première fois qu'on l'a mise en marche, les habitants ont cru qu'il s'agissait d'une énorme fuite d'eau. L'immeuble de bureau Cybertecture à Mumbai ressemble à un énorme œuf de verre et d'acier. L'idée était de créer un espèce de vaisseau qui, comme notre planète, posséderait son propre écosystème. Pour contrôler la chaleur à l'intérieur, ces architectes l'ont orienté de manière idéale, ont installé des pare-soleils et un système de refroidissement souterrain. Le Marina Bay Sands de Singapour ressemble un peu à Stonehenge, mais son architecte affirme que c'est un château de cartes qui l'a inspiré. Sa partie horizontale repose sur ses 3 parties verticales. Il abrite 3 hôtels de 55 étages avec restaurants, boîtes de nuit, jardins, boutiques, musées et cinéma. Sa partie supérieure est une piscine à débordement avec une vue splendide et une capacité d'accueil de 4000 visiteurs. Cette piscine se trouve à la hauteur du 57e étage et donne l'impression d'être indépendante de la structure. La maison dansante se démarque nettement de l'architecture traditionnelle de Prague. On a surnommé cet immeuble Fred and Ginger. Sa tour en pierre symbolise le célèbre danseur Fred Astaire et sa tour en verre, sa partenaire Ginger Rogers. Il y a même comme une touffe de cheveux au sommet de la tour Fred. 99 panneaux de béton soutiennent cette construction, tous de dimensions différentes. L'Umeda Sky Building, 2 fois plus haut que Big Ben, se compose de 2 tours de verre et d'acier situées au nord de la gare d'Osaka. Au sommet se trouve son observatoire, le jardin flottant. Bien qu'on l'ait construit dans une ville immense, sa passerelle est si haute que la seule chose que tu entendras là-haut est le vent. Si tu as le vertige, tu peux visiter son jardin urbain, son théâtre, son musée d'art ou l'un des nombreux bureaux proches de son rez-de-chaussée. L'architecte Octavio Mendoza possède probablement la plus grande poterie du monde. Si tu visites un jour la Colombie, demande aux habitants de t'indiquer la maison Pierre à Feu. Ils l'appellent ainsi pour une bonne raison. Son nom officiel est Casa Terracotta et son architecte n'a utilisé que de l'argile pour la construire. Il l'a laissé cuire et durcir au soleil, ce qui l'a transformé en une céramique solide. Les courbes du bâtiment sont en harmonie avec les collines environnantes. Tous les meubles à l'intérieur sont aussi faits d'argile. Mendoza est déterminé à travailler sur sa casa pour le restant de ses jours. Les artistes Dennis Sullivan et Frances Conklin ont économisé de l'argent pendant 15 ans en sculptant de petits chiens de bois pour créer le projet de leur rêve. Le Dog Bark Parkin à Cottonwood est un beagle de 4 mètres qui se dresse fièrement dans sa prairie de l'Idaho. On trouve une chambre et un salon dans son corps et une deuxième chambre dans sa tête. Tu te demandes ce que ça ferait d'entrer à l'intérieur d'un immense tapis ? Moi non plus, mais le musée national du tapis en Azerbaïdjan vaut vraiment le déplacement. Tu y découvriras l'histoire de cet artisanat local dans ses moindres détails. C'est l'architecte autrichien Franz Jans qui a conçu ce bâtiment et il a fallu 6 ans pour le terminer. Le Basket Building dans l'Ohio ressemble à un vrai panier à provisions, sauf qu'il est 160 fois plus grand.
Il possède même 2 poignées. Cet immeuble a servi de siège à la Longaberger Basket Company, puis a été vendu pour devenir un hôtel de luxe. Une baleine géante? Un dirigeable? Peux-tu deviner ce qui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment de Graz, en Autriche? 2 architectes britanniques ont été désignés pour concevoir ce musée d'art. Cette construction biomorphique compte environ 1000 pièces de verre acrylique sur sa surface. La nuit, sa façade émet des signaux lumineux visibles de l'autre côté de la rivière. Et elle capte au nord la lumière du jour grâce à des hublots situés sur son toit. Elle possède aussi une plateforme d'observation. La demi-maison de Toronto, au Canada, a été construite à la fin du 19e siècle et faisait partie d'un ensemble de 6 maisons placées les unes à côté des autres. Lorsque des promoteurs ont voulu ensuite construire dans cette zone, tous les propriétaires ont accepté de déménager, sauf un. L'équipe de démolition a alors réalisé une véritable prouesse. Ils ont réussi à raser la maison voisine sans causer le moindre dommage à celle qu'on appelle aujourd'hui la demi-maison. Son mur extérieur blanc était autrefois porteur et divisait les chambres et les salons des 2 voisins. Un mauvais coup de pelleteuse et toute la construction se transformait en ruine. La Shell House à Isla Mujeres, au Mexique, se trouve au bord de l'océan et elle semble en sortir tant elle ressemble à un coquillage. Cette magnifique construction est même recouverte de coquillages provenant des plages voisines. Son architecte, Eduardo Ocampo, l'a conçue car il voulait avoir une maison unique en son genre où son frère pourrait venir le voir. Elle est aujourd'hui disponible à la location pour les touristes. Le Palais Bulle, situé non loin de Cannes, en France, a été conçu par un architecte hongrois et acheté par Pierre Cardin. Si tu disposes de quelques millions d'euros, tu peux acquérir cette belle propriété. Tu auras 10 chambres-suites décorées par des artistes contemporains, ainsi que des jardins, des bassins, une piscine et un auditorium extérieur de 500 places avec une vue imprenable sur la baie de Cannes. Est-ce que tu peux trouver une maison droite sur cette image? Et non, moi non plus. Toutes les maisons cubiques de Rotterdam sont inclinées de 45 degrés. L'idée était de tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'architecte néerlandais Piet Blom a construit ces maisons à la fin des années 70 pour qu'elles ressemblent à une forêt abstraite. Chaque toit triangulaire représente la cime d'un arbre. Les maisons ont toutes 2 étages avec une entrée au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte et un salon au premier étage, ainsi qu'une salle de bain avec 2 chambres au dernier étage. The Boot, à Tasman, en Nouvelle-Zélande, est un hôtel qui semble tout droit sorti d'un livre pour enfants. Et il possède même des lacets. Il y a un escalier en colimaçon, une cheminée, une kitchenette et une chambre avec un balcon. Si tu te trouves un jour à Mitchell, dans le Dakota du Sud, ne manque pas de visiter leur principale attraction touristique, le Palais du Maïs. Les habitants de la ville étaient si fiers de leur prairie dorée qu'ils voulurent construire en 1892 un palais en maïs afin de montrer au reste du monde à quel point leur terre était fertile. Tu peux en visiter aujourd'hui la version reconstruite. Chaque année, lors des festivals, ils renouvellent ces mosaïques de maïs dans 13 teintes différentes. Eh bien, regarde plutôt ça. Voici New York City, la grosse pomme, la ville qui ne dort jamais. Le Hong Kong de l'Hudson, la plus grande ville du monde. New York, une ville si chouette qu'ils l'ont nommée 2 fois. Bon, ça va bien 5 minutes. Tu pensais peut-être bien connaître cette ville, mais sous tout ce tapage et ce glamour se cache une autre façade. Littéralement, New York abrite certains des bâtiments urbains les plus emblématiques au monde et accueille certaines des tours les plus uniques et les plus célèbres qui soient. Qui aurait pu se douter que New York n'était qu'une façade pour de faux bâtiments ? Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup à rechercher. Ok, je vais ajouter ça à ma liste de choses à faire avant de mourir. Du coup, la question est de savoir pourquoi a-t-on disséminé ces faux bâtiments partout dans New York ? La ville est l'un des endroits les plus dynamiques au monde et a besoin de nombreuses infrastructures pour rester en mouvement. Cela signifie avoir de nombreuses infrastructures et autres bâtiments industriels dans chaque grand quartier. New York est reconnaissable entre toutes pour son design et ses buildings. Alors, imagine que des structures industrielles se trouvent juste à côté de ta pizzeria ou de ton stand de hot-dog préféré. Les concepteurs ont donc réfléchi à l'avance et ont décidé de déguiser ces infrastructures industrielles en faux bâtiments. Ils se fondent si bien dans la ville qu'ils ne se font pas remarquer. Ils ressemblent à ton bon vieux complexe d'appartements avec une porte d'entrée, de vraies fenêtres et même de charmants petits balcons où les gens pourraient se détendre. Le seul truc, c'est qu'il n'y a rien derrière la façade et que personne n'est autorisé à entrer.
Alors, où peux-tu trouver ces faux bâtiments dans la ville ? Pour commencer, l'un des faux bâtiments les plus populaires se trouve à Brooklyn. Au 58 Jorelmond Street, tu peux trouver un quartier très typique. Mais entre les immeubles se dresse un bâtiment en briques dont la teinte est légèrement plus profonde que le reste. Il possède des fenêtres ouvertes lumineuses qui se fondent dans le reste des bâtiments du quartier, sauf qu'elles sont toutes occultées. Au premier coup d'œil, tu n'en ferais pas grand cas. Mais si tu fais bien attention, le bâtiment ressemble à un bug dans un jeu vidéo. Il a été construit en 1847, bien avant que New York ne soit connu pour ses strass et ses paillettes. À l'origine, ce devait être un bâtiment comme tous les autres, mais en 1908, on l'a transformé en un faux bâtiment. N'envisage même pas d'essayer de t'y introduire. Même si tu le pouvais, c'est complètement inutile, car il fait partie du système de ventilation du métro. Il sert aussi de sortie de secours pour certains des bâtiments environnants. En fait, dans tout New York, il existe de nombreux faux bâtiments qui dissimulent les bouches de métro pour que la fumée s'en échappe. Bien plus loin, au 415 Bruckner Boulevard, dans le Bronx, ce bâtiment de style résidentiel a été conçu par le Switzer Group, qui est une société d'architectes d'intérieur. Il n'est pas aussi charmant que celui du 58 Jorelmond Street, mais il a un but analogue. Dissimuler une sous-station électrique pour la compagnie de distribution de New York. La ville a besoin de ces sous-stations pour convertir l'électricité à haute tension en une tension plus faible, afin qu'elle puisse être redistribuée localement. Un bâtiment comme celui-ci, qui surgit au milieu de ton quartier, n'est pas exactement le moyen le plus judicieux d'attirer des gens dans le Bronx. C'est pourquoi cette fausse façade résidentielle est le camouflage parfait. Certains de ces faux bâtiments ne remplissent pas vraiment le contrat et se voient comme le nez au milieu de la figure. Les habitants de Manhattan décrivent l'infrastructure de Mullery Square comme un véritable taudis. Après de nombreux remaniements et retours à la planche à dessin, le résultat n'est toujours pas bien joli. Les habitants le comparent à une boîte en béton. On y a ajouté des fenêtres sans verre, ce qui ne permet pas du tout au bâtiment de s'intégrer dans le reste du quartier. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'une installation de ventilation typique du métro. Il y a tellement d'endroits à visiter pour les rayer de ta liste. Mais si tu vis en Chine, tu peux littéralement rester dans le même pays et y visiter de nombreuses villes emblématiques du monde entier. Les villes répliques ont vu le jour lorsque l'économie chinoise a commencé à exploser au début des années 90. Les classes aisées rêvaient de goûter au style de vie des célébrités sans même avoir à quitter leur pays. Désormais, ils peuvent tranquillement y déguster leur nourriture locale tout en ayant l'impression d'être à l'étranger. La province chinoise de Guangdong possède une copie à l'identique du village historique autrichien de Hallstatt. Le véritable Hallstatt est vieux de plusieurs siècles et est l'un des endroits les plus charmants d'Europe. Les habitants de Hallstatt n'étaient d'ailleurs pas non plus au courant que leur maison avait été reproduite en Chine. La ville est toutefois sujette à controverse, probablement parce que sa construction a coûté environ 940 millions de dollars. Paris est sans aucun doute l'une des villes les plus célèbres que tu puisses visiter. Sa riche histoire et sa culture justifient d'attraper le premier train pour y jeter un œil. Eh bien, pour les habitants du Tianducheng, c'est une chose qu'ils peuvent faire quand bon leur chante. La ville est aussi connue sous le nom de Sky City et possède une réplique de la Tour Eiffel qui ressemble étrangement à l'icône parisienne. Elle s'est aussi dotée de bâtiments qui reproduisent le charme visuel de la ville. L'une des premières choses qui briseront ce charme, néanmoins, sont les terres agricoles qui entourent la ville. On n'y croise presque personne et les rues sont toujours vides, ce qui n'évoque pas du tout Paris. Tu trouveras tout de même quelques jolies fontaines et statues disséminées le long des rues, histoire de lui donner un peu de caractère. Il y a du linge accroché partout, même sur les arbres. Les fontaines pittoresques sont à sec et de nombreux appartements sont vides. Seuls quelques magasins sont ouverts. Même si cela ressemble à une fausse ville, tout cela est parfaitement réel. Certaines personnes vivent ici simplement car c'est plus abordable que d'autres endroits. À 2 heures de cette ville se trouve une autre version du pont Alexandre III de Paris, ainsi qu'une copie quasi conforme du Tower Bridge de Londres, mais avec 4 tours au lieu de 2. En voilà une bonne affaire. Tu peux aussi visiter ce qui se rapproche le plus de l'Italie, mais en te consacrant exclusivement au shopping. Florentia Village est un centre commercial qui offre un large éventail de magasins dans lesquels te perdre. Par ailleurs, il a été construit par un promoteur italien afin de capturer au mieux l'essence d'un village authentique. Il possède des fontaines, des canaux et des mosaïques. Tout cela pour une esthétique cohérente. Il a été inauguré en 2011 et compte plus de 200 magasins, avec de nombreuses marques italiennes, mais aussi britanniques, américaines et chinoises. L'endroit est si populaire qu'il accueille entre 10 000 et 25 000 visiteurs par jour. La Chine a aussi une autre réplique qui te transporte dans un mini Manhattan, appelé le Yujiapu Financial District. L'objectif du développeur était de faire de cet endroit le centre financier du monde.
La copie semblait conforme, avec les mêmes points de repère que sont le Rockefeller et le Lincoln Center, mais le projet a été arrêté en 2019, le laissant principalement à l'abandon. On peut trouver une ville anglaise typique en Chine, avec des rues pavées, des maisons victoriennes et des restaurants. Son nom est Thamestown. Cet endroit était destiné à recréer un fantasme du style de vie européen, sans pour autant quitter Shanghai. La Chine a aussi une ville hollandaise qui présente quelques éléments d'Amsterdam, avec les moulins qui la bordent et ses célèbres canaux. Ils ont même décidé de copier certains de ces points de repère, comme le musée maritime des Pays-Bas. Et voici en bonus l'histoire du bâtiment le plus fin du Liban, construit à partir d'une dispute. C'est l'histoire de deux frères qui avaient tous deux hérité de parcelles de terre inégales. L'un des frères a reçu une parcelle très fine et n'a pas pu s'empêcher de jalouser la belle parcelle de son frère. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas content. Les deux terrains donnent sur la mer Méditerranée, dans un quartier animé de Beyrouth. Il n'est donc pas étonnant que les deux frères n'aient pas pu se mettre d'accord sur la façon dont ils devaient développer leur terrain. Il était évident que le frère qui en avait le plus pouvait y construire un bâtiment décent. L'autre frère, lui, a dû improviser. Il a donc décidé d'obstruer la propriété de son frère en construisant un bâtiment très mince qui ne mesurait que 4 mètres dans sa plus grande largeur et jusqu'à 60 cm dans la plus petite. Il a été construit en 1954 et les habitants du coin le connaissent sous le nom de La Rancune. Ce qui est fou, c'est que l'endroit était autrefois habitable et que de nombreux visiteurs y ont apprécié leur séjour. Il n'est pas facile d'y vivre, mais cela fait partie de l'expérience du lieu. Le bâtiment est toujours debout aujourd'hui, mais il est essentiellement vide. Tu prends ton petit déjeuner chez toi et tu salues les passagers d'un avion qui passe devant ta fenêtre. Tu vis au 739e étage du X-Seed 4000. C'est une ville entière contenue dans un immense gratte-ciel. Cela semble surréaliste aujourd'hui, mais ça pourrait un jour devenir une réalité. Voyons ce dont on aurait besoin pour que ça se produise. Mais d'abord, parcourons la liste des constructions qui ont été un jour les plus hautes du monde. La grande pyramide de Gizeh, qui mesurait à l'origine 146 mètres, est restée pendant plus de 3800 ans la plus haute structure jamais construite par les humains. La cathédrale de Lincoln n'a ravi ce titre à la Grande Pyramide qu'en 1311, avec une différence de seulement 30 cm. Ensuite, le Washington Monument est devenu le nouveau champion. Puis, comme on commençait à utiliser de plus en plus l'acier, la Tour Eiffel est devenue la construction la plus haute du monde. Puis, ça a été le tour de l'Empire State Building. Il n'a pas gardé le titre longtemps, car de plus en plus de gratte-ciel ont été construits dans le monde. Avançons rapidement jusqu'à l'actuel détenteur du record, le Burj Khalifa. Il compte 163 étages et il est 2 fois plus haut que l'Empire State Building et environ 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Par temps clair, on peut le voir à une distance de 100 km. Il faut 1 minute entière dans un ascenseur à grande vitesse pour passer du rez-de-chaussée au niveau 124, où se trouve l'une des plateformes d'observation. Il a fallu 6 ans pour terminer cette merveille architecturale, qui est devenue l'un des symboles de Dubaï. Son emplacement le rend encore plus admirable. Si tu as déjà essayé de construire quelque chose dans le sable, tu sais à quel point il est difficile de rendre la construction stable. Les ingénieurs ont dû percer 192 trous sous les fondations en béton de 110 000 tonnes de cette construction massive. Ils ont également apporté des millions de tonnes de sable d'Australie. Oui, alors même qu'on est dans un désert, du sable supplémentaire a été apporté car lors des tempêtes de poussière, le sable local devient friable, presque comme de la neige. Le sable australien se tient mieux et se transforme en une base parfaite pour la construction. Grâce à la friction entre le béton et le sol, les piles ne bougent pas du tout et la fondation reste stable. Le même architecte a conçu un autre bâtiment qui est censé devenir le nouveau détenteur du record. La Jeddah Tower, en Arabie Saoudite, est censée mesurer presque 183 mètres de plus que le Burj Khalifa. Une fois terminée, la construction, faite de 80 000 tonnes d'acier, accueillera l'observatoire le plus haut du monde. La tour Jeddah aura 59 ascenseurs, dont certains seront à 2 étages. Le tiers inférieur du gratte-ciel sera composé d'espaces de bureaux. Les niveaux suivants accueilleront un hôtel de luxe. Et les 167 étages restants seront réservés aux appartements. La silhouette rétrécie du bâtiment est censée l'aider à résister au vent et à la gravité. La base sera certainement extra large pour rendre l'ensemble de la construction stable. Seul un tiers du bâtiment a été terminé jusqu'à présent et la construction a été interrompue pour une période indéterminée. Les raisons de cette décision n'ont rien à voir avec la géologie ou le climat.
Les humains ont appris à faire face à toutes sortes de sols et de conditions. Par exemple, si on voulait construire un futur gratte-ciel dans une zone sismique active, on devrait le rendre flexible. Les piles peuvent supporter le poids du bâtiment, mais le socle en béton devra reposer sur d'énormes ressorts. Lors d'un tremblement de terre, le sol va trembler et bouger d'un côté à l'autre, mais les ressorts amortiront et compenseront le mouvement, de sorte que le bâtiment restera en place. Le vent est un autre problème pour les gratte-ciels. Plus le bâtiment est haut, plus les vents l'affectent. C'est pourquoi la plupart des gratte-ciels sont construits pour pouvoir se balancer dans le vent, ou bien ils ont des trous pour permettre au vent de passer à travers, au lieu de venir s'écraser contre la surface du bâtiment. Donc, en théorie, si on a les bons matériaux et suffisamment d'argent, on peut aller aussi haut qu'on le souhaite. Il suffit d'agrandir la base pour rendre la construction stable. Comme notre planète est de forme sphérique, il faudra s'arrêter à un moment donné. Mais même une base de cette taille serait suffisante pour supporter un gratte-ciel plus haut que le mont Everest lui-même. Le X-Seed 4000 devrait s'arrêter à mi-chemin de cette course, à 45% de l'altitude du plus haut sommet du monde. Le mont Fuji a été la source d'inspiration de ce projet, qui pourrait être construit dans le port de Tokyo. Il s'agira d'une ville autonome dans un seul bâtiment, principalement alimentée par l'énergie solaire. Cette ville pourra accueillir jusqu'à 1 million de personnes, et elles n'auront peut-être même pas à quitter leur immense maison, car il y aura aussi des bureaux à l'intérieur. Les ingénieurs devront résoudre plusieurs problèmes pour rendre le projet possible. Comme le bâtiment comptera 800 étages, il y aura une énorme différence de pression d'air entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Ils devront trouver un moyen de l'équilibrer pour que les résidents ne sentent rien. Ensuite, imagine le nombre de câbles électriques qu'il faudra pour permettre le fonctionnement de tous les gadgets et mécanismes. Il prévoit de les remplacer par des générateurs d'énergie renouvelable. La base du bâtiment devra avoir un diamètre d'environ 6 km pour supporter son énorme poids. C'est la même surface que la base d'une grosse montagne. L'ouverture au sommet laissera passer un peu d'air et de lumière naturelle à l'intérieur et allégera la charge sur les fondations. X-Seed 4000 détient actuellement le titre du plus grand bâtiment qui ait jamais été entièrement conçu, mais il ne figure pas sur la liste des bâtiments qui seront achevés dans un avenir proche. Les ingénieurs n'excluent pas qu'avec de nouveaux matériaux et des innovations en matière de conception, ce soit techniquement possible, mais cela coûterait beaucoup d'argent. Un autre projet ambitieux, qui n'est pour l'instant qu'à l'état de concept, est un gratte-ciel de 20 km de haut, ce qui correspond à 24 Burj Khalifa superposés. L'auteur de science-fiction Neil Stephenson, qui a développé le projet, a suggéré d'utiliser ce gratte-ciel comme rampe de décollage pour les fusées. L'auteur a étudié la physique avant de se lancer dans la science-fiction, de sorte que le projet pourrait être réaliste avec un acier de haute qualité approprié. Stephenson a affirmé que ce serait le moyen le moins cher de lancer des fusées dans l'espace. Mais les ingénieurs devraient se pencher sur la question des vents qui deviennent assez intenses à une telle altitude. En parlant de voyage dans l'espace, nous n'aurons peut-être même plus besoin de fusées pour y aller dans un avenir pas si lointain. Un ascenseur spatial pourrait nous emmener jusqu'à une altitude de 35 000 km. L'idée a d'ailleurs près de 150 ans, et la NASA et les chercheurs de différents pays sont d'accord pour dire que nous sommes maintenant assez proches de sa réalisation. Certaines entreprises affirment pouvoir en construire un d'ici 2045. La première grande étape vers cet objectif est de tester comment un ascenseur se comporterait dans l'espace. Il s'agira d'une expérience unique et un mini-ascenseur utilisé à cette occasion sera un prototype du futur grand projet. Les scientifiques essaient de trouver le bon matériau pour remplacer le câble ordinaire. Il devrait s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres et serait trop lourd pour la future construction. Il semblerait qu'un matériau ultra résistant, le graphène, pourrait faire l'affaire. Tester et construire l'ascenseur adapté à l'espace, ainsi qu'un câble suffisamment solide pour le retenir, n'est qu'un aspect du projet. Un autre problème est celui des débris spatiaux, ces morceaux de fusées et de vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre qui pourraient endommager la construction s'ils tombent dessus. Mais comme de nombreux esprits brillants travaillent à résoudre ce problème, nous pouvons être optimistes et attendre le premier lancement dans quelques années. Cela ouvrira une toute nouvelle ère de l'exploration spatiale, car pour aller là-haut, il suffira désormais d'appuyer sur un simple bouton. Ah, le désert! Son environnement abandonné et ses températures extrêmes. Quel lieu hors du commun!
Certains d'entre nous préféreraient du dessert. Du chocolat par exemple, plutôt que du sable et des pierres. Mais bon, tout comme les cactus et les chameaux, les bâtiments doivent s'adapter à ces conditions climatiques. Voici donc quelques exemples de structures étonnantes dans les déserts. Ces structures sont appelées Earthships. Elles sont situées dans une ville du désert du Nouveau-Mexique. Une grande communauté de personnes unies par les mêmes idées et visions de la vie y vivent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les emplacements de ces bâtiments sont enregistrés comme des déchetteries. C'est peut-être parce que toutes ces structures sont faites de vieux pneus, de bouteilles et de canettes. Les Earthships fonctionnent selon les principes de la construction écologique. Environ 40% d'un Earthship classique est construit avec des matériaux naturels ou recyclés. Il faut imaginer des murs constitués de centaines de pneus usagés remplis de terre. Puis, on trouve des couches de murs solaires passifs, et ce, du sol au plafond. Ils absorbent la lumière du soleil en hiver et la reflètent en été pour maintenir les structures à une température ambiante raisonnable. On peut voir des plantes dans les couloirs et des bouteilles en verre ou des canettes en aluminium entassées dans les parois des murs. Ce sont assurément des maisons originales à bien des égards. Mike Reynolds est un architecte qui a constaté les niveaux alarmants de gaspillage et de surconsommation dans les années 1970. À l'époque, il a donc conçu une maison entièrement durable à partir de boîtes de conserve. Près de 40 ans plus tard, il est celui qui a rassemblé tous les autres Earthshippers. Reynolds avait une Mercedes, certes, mais elle fonctionnait à l'huile végétale qu'il récupérait dans les fast-foods de la ville. Dans cette ville, un Earthship standard constitué de 2 chambres et 2 salles de bain coûte environ 250 000 $. Cela dit, il y a aussi des Earthships comme Dobson House qui peuvent coûter jusqu'à 1,5 million de $. Mais si on le fait soi-même, tu sais, avec la famille et les amis, on élimine logiquement les coûts de main-d'œuvre et cela devient comparativement moins cher. Supposons que tu veuilles vraiment en construire une. Où pourrait-elle se situer ? Eh bien, n'importe où. Les Earthships s'adaptent déjà aussi bien à l'air froid et sec du Canada qu'au climat chaud et humide d'Haïti. Voici la maison Mirage. C'est une installation située dans le désert de Californie du Sud. La maison Mirage a ouvert en 2017 dans le cadre d'une exposition d'art contemporain. Elle est entièrement constituée de miroirs. Cette structure minimaliste se fond dans l'environnement qui l'entoure. Les portes, les fenêtres et les ouvertures ont été supprimées pour créer une expérience étonnante. Tout le paysage environnant se reflète devant les yeux du public. Comment cela est-il possible ? Avec des surfaces miroirs. La nuit, les lumières lointaines se réfractent sur les miroirs. Le jour, le ciel se transforme en banc de nuages. Il n'y a aucun paysage figé dans cette maison. Tout évolue avec le climat. Que dirais-tu de découvrir une structure futuriste en plein cœur du désert ? Des architectes ont conçu une maison conceptuelle qui se marie parfaitement avec le Cybertruck d'Elon Musk. La maison a un thème post-apocalyptique. Je suis sérieux quand je dis post-apocalyptique. La maison est conçue pour survivre à un scénario catastrophe. La Cyber House a des portes en acier, les fenêtres sont blindées et les murs extérieurs sont faits d'un matériau super résistant. La maison moderne est contrôlée par une pompe à chaleur géothermique autonome. Pour le dire en des termes moins science-fictionnels, cela permet de maintenir une température interne stable. Cette maison élégante a une entrée qui peut accueillir le Cybertruck. Logique, puisqu'elle s'en est inspirée au départ. De plus, le Cybertruck peut être hissé au 2e étage pour être plus sécurisé. Voici le centre d'études et de recherche pétrolière King Abdullah en Arabie Saoudite. En gros, c'est un laboratoire dans le désert. Il a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'énergie. L'architecture présente des motifs sur les murs et les plafonds, faisant référence à la tradition locale des formes géométriques. L'arrêt suivant se situe à Swartberg House, en Afrique du Sud. Celle-ci est située près des montagnes Swartberg, mais ne t'emballe pas trop. Elle se trouve surtout au bord du grand désert de Karoo. C'est un appartement avec 4 chambres à coucher. Il y a un système spécial de régulation de la température. Le système fonctionne comme un bouclier contre la chaleur en été et comme un piège à soleil en hiver. Et voici la grande mosquée de Djenné au Mali. Cette mosquée mesure 16 mètres de haut. C'est impressionnant car elle est faite uniquement de poutres et d'un mélange spécial de boue et d'autres éléments naturels trouvés dans le désert. Petra est une ancienne cité cachée dans le désert de Jordanie. Les bâtiments sont taillés directement dans les falaises de grès rouge, blanc et rose. Elle est située au milieu des canyons et des montagnes, près du désert.
L'endroit était un carrefour commercial il y a de très nombreuses années. Tu as peut-être déjà vu les photos de l'impressionnante façade du trésor. Cette structure recèle encore de nombreux mystères, notamment parce que les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment les Nabatéens ont réussi à créer une telle structure il y a des milliers d'années. Savais-tu qu'il y a un autre endroit mystérieux au milieu du désert qui a une structure similaire à celle de Petra? Madain Saleh était comme une seconde capitale du royaume nabatéen. Encore un autre secret qu'il nous reste à déchiffrer. Elle compte plus de 100 tombes décorées et plus de 1000 tombes dénuées de monuments. On y trouve également des inscriptions et des dessins rupestres, là encore entourés de grès. Cette cabane en bois était autrefois un bureau de poste. La structure se trouve dans le désert de Tenger, en Mongolie. Elle est entourée de... rien. Le sable est la seule chose qui accompagne la structure solitaire. Le bâtiment ne fait que 15 mètres carrés. Comme tu peux le deviner, il n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Il a été abandonné pendant plus de 35 ans. Son destin a changé un jour lorsqu'une femme a découvert le bâtiment. Madame Zhang et son ami ont eu une idée. Ils allaient contacter les entreprises et les personnes désireuses d'envoyer des lettres et des cartes postales depuis le bureau de poste le plus isolé du monde sans avoir à se rendre sur place. Et ça a marché. Le bureau de poste reçoit rarement des visiteurs sur place, mais il est très fréquenté en ligne. Plus de 20 000 lettres et cartes postales ont été envoyées depuis le bureau de poste du désert rien qu'en décembre 2021. L'endroit est à environ 10 km de la route la plus proche. Un camion postal récupère les lettres et prend la route pour les livrer. Elles sont ensuite expédiées dans le monde entier. La deuxième destination en Arabie Saoudite est le King Abdulaziz Center for World Culture. Le bâtiment a une conception particulièrement intéressante. Il a fallu près d'une décennie pour construire cette structure complexe. C'est une tour de 98 mètres de haut qui se démarque par son allure. Le pavillon Stone Matters est une structure en pierre située en Palestine. La structure s'étend sur une surface de 60 mètres carrés. Elle est construite entièrement à partir de 300 pierres imbriquées qui se soutiennent les unes les autres. Les toits concaves, et oui, ils ressemblent à des bols géants, sont conçus de cette façon pour recueillir l'eau de pluie. Cette structure se trouve en Iran. Il est intéressant de noter qu'en Iran, le taux d'évaporation est 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Donc cette conception en forme d'arc est très pratique. Elle capture l'eau de manière à ce que celle-ci puisse former une masse unique dans son ensemble avant de s'évaporer. La coque extérieure du système de toiture recueille l'eau de pluie, mais elle fait également office d'ombrage supplémentaire. Elle permet à l'air de circuler librement et est conçue comme un mécanisme de refroidissement pour les deux toits. L'Eco-Lodge en Égypte est notre prochaine étape. Le projet est construit dans un endroit qui surplombe le désert et est conçu à l'aide de matériaux disponibles sur place, comme des briques cuites au soleil et du bois de palmier. Le bâtiment est un exemple d'architecture traditionnelle. Il y a un bassin d'eau qui laisse entrer l'air pour garder l'intérieur frais. Le centre d'interprétation du Chili mérite aussi d'être mentionné. Le désert d'Atacama au Chili est l'une des principales destinations touristiques du pays. Pour aider les touristes, les architectes ont conçu un centre d'accueil des visiteurs dans le cadre de l'infrastructure du parc éolien. Ici, les mois froids de l'hiver ne frigorifient pas les gens, car les immenses fenêtres tirent la meilleure partie de la chaleur du soleil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le bâtiment est conçu pour s'assombrir complètement la nuit. Imagine que tu te cognes contre le bâtiment par accident. Black Desert House rend hommage aux étoiles. La nuit, cette maison devient complètement sombre. Elle se dissout dans la nuit pour que les étoiles puissent apparaître encore plus en évidence. Alors et toi, connais-tu des bâtiments mystérieux dans le désert qui ne figurent pas sur cette liste? Fais-nous en part dans les commentaires. Au feu! Au feu! Tout le monde sort de son lit et se précipite dans la rue. Mais toute la ville est en feu. Nous sommes en 1871 et le grand incendie de Chicago vient de se déclarer. Pendant 2 jours entiers, la Windy City, y compris le quartier des affaires, n'a vu que flammes, fumée et cendres. Le feu s'est étendu sur 6 km et a causé des dégâts se chiffrant à environ 200 millions de dollars. Personne ne sait vraiment comment le grand incendie a commencé. Mais selon certaines théories, une vache aurait donné un coup de pied sur une lanterne dans une grange et le feu s'est rapidement propagé dans toute la ville. D'autres théories incluent une erreur humaine et même un météore descendu du ciel, déclenchant le massif incendie. Le problème, c'est qu'à cette époque de la fin du 19e siècle, toute la zone métropolitaine était presque entièrement faite de bois. Tout au long de l'histoire, nos ancêtres ont utilisé le bois pour construire des abris, des bateaux,
des charrettes et des objets du quotidien, car le bois était littéralement partout. Tout, des ustensiles de cuisine aux meubles, en passant par les roues et les outils, était en bois. En se promenant dans la ville à l'époque, on ne se sentait pas aussi oppressé que dans une ville typique d'aujourd'hui. Après le grand incendie, les bâtiments ont été reconstruits majoritairement en acier et en béton. La Chine possède le plus ancien et le plus haut bâtiment en bois appelé skyscraper en anglais. Il a été construit il y a presque 1000 ans et mesure 60 mètres de haut, ce qui équivaut à un immeuble de 23 étages. Il est toujours debout aujourd'hui, après avoir été restauré plusieurs fois. Il a survécu à environ 7 tremblements de terre majeurs. Mais ce n'est pas parce qu'une structure comme celle-ci est toujours debout aujourd'hui que nous pouvons construire des gratte-ciel en bois n'importe où. Il existe aujourd'hui beaucoup de hautes structures en bois en Europe et aux États-Unis, même si elles ont été construites après l'essor de l'acier et du béton. Mais elles n'ont qu'entre 8 et 13 étages, donc pas assez pour être qualifiées de gratte-ciel. Le Japon prévoit de construire un gratte-ciel en bois de plus de 335 mètres de haut, appelé projet W350. Il devrait le terminer d'ici 2041 et transformer les villes modernes en merveilles de bois. Le bâtiment sera composé de 90% de bois transformé et de 10% d'acier. Il ne sera pas fait de bois ordinaire. Ils utiliseront du bois lamelé croisé, ou CLT, qui consiste en de nombreuses feuilles de bois collées ensemble, créant ainsi une grande planche encore plus résistante que l'acier. Mais les structures en bois sont vulnérables au feu. À l'époque du grand incendie de Chicago, il n'y avait pas de revêtement ignifuge pouvant être appliqué sur les poutres. Même les structures en acier ont de tels revêtements. Et les poutres d'aujourd'hui ne seront pas comme celles d'autrefois. Elles seront robustes et épaisses. Si épaisses que des températures extrêmement élevées ne pourront pas les enflammer. Et de toute façon, les températures bouillantes qui peuvent brûler les poutres en bois avec les revêtements ignifuges feraient simplement fondre les structures en acier. Donc dans tous les cas, le problème du feu est inévitable. Et les conséquences sont toujours les mêmes, qu'il s'agisse de bois ou d'acier. Tout bâtiment d'une certaine hauteur a tendance à osciller avec un vent puissant. Les gratte-ciel en bois ne font pas exception et pourraient être davantage en danger que leurs homologues en acier. Mais certains ingénieurs ont connu un moyen d'éviter ce problème en construisant le bâtiment en bois à partir de formes en losange et en triangle. Par nature, un triangle peut avoir une base plus sécurisée qu'un rectangle. Ainsi, en créant une base triangulaire qui serait le tiers inférieur du bâtiment, un gratte-ciel en bois peut résister aux forces extérieures comme le vent. De plus, avec une base aussi large, il y aura suffisamment de place pour construire des unités de logement supplémentaires ou des magasins près du sol. La construction d'un gratte-ciel en bois ne se fera pas forcément sur place. Les ingénieurs et les architectes créeront les plans sur des ordinateurs pour garantir le meilleur design et la meilleure structure possible, afin d'assurer l'aspect esthétique et la solidité. Les ouvriers peuvent ensuite construire les modèles standardisés dans une usine voisine et transporter les structures préfabriquées sur le site. Ce système permettra de gagner plus de temps et d'avoir un contrôle de la qualité dès le départ. Dans un bâtiment en béton, le ciment doit être coulé dans des poutres et des formes vides qui doivent sécher en quelques jours ou semaines. L'acier doit être fondu et moulé dans des formes adaptées à la structure et au design. Quant au bois lamelé croisé, il peut être coupé automatiquement dans les usines et le processus peut être simplement supervisé par des techniciens pour s'assurer que rien ne se passe mal. Cela permettra finalement de faire des économies en limitant le nombre d'ouvriers. Et quand il sera temps de construire, il suffira d'apporter la structure en morceaux, de les assembler et de la soulever. Ce ne sera pas aussi salissant qu'un chantier de construction ordinaire et prendra moins de temps. Seule l'installation électrique, la plomberie et d'autres opérations internes nécessiteront beaucoup de travail sur place. Ensuite, une équipe chargée des finitions viendra faire quelques retouches de dernière minute pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Et voilà, tu as un gratte-ciel en bois. En général, le bois est plus souple et plus léger que le béton et l'acier. Un gratte-ciel en bois résisterait mieux à un tremblement de terre qu'un bâtiment en béton et serait moins susceptible de s'effondrer. Et comme le bois est un isolant naturel, les résidents peuvent économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation. L'acier et le béton ne poussent pas sur les arbres, tandis que le bois est issu des arbres. Et ne t'inquiète pas, cela ne fera même pas de différence en ce qui concerne la déforestation. Les gens utilisent moins de 1% des bois de la planète. Les ingénieurs et les architectes auront des exploitations forestières spéciales cultivées dans le but de construire. En revanche, si le monde entier décidait de se tourner vers le bois pour les bâtiments de demain, la déforestation massive entraînerait des catastrophes extrêmes dans nos forêts. Selon certains chercheurs, remplacer l'acier par le bois pourrait avoir un impact sur environ 40% des forêts chaque année. Et cela ne sera pas compensé par le nouveau bois qui pousse.
Toutefois, le fait d'avoir des bâtiments en bois contribuera à réduire les émissions de carbone car il faut moins d'énergie pour le produire que l'acier et le béton. Selon certaines études, un grand bâtiment en bois aura une empreinte carbone beaucoup plus faible qu'un bâtiment en acier et en béton, qui représente environ 16% des émissions mondiales. Et comme le bois est plus léger que l'acier, il permettra d'économiser sur les coûts de carburant et nécessitera moins de transport, ce qui réduira encore plus les émissions. Mais un tel virage prendra des décennies à planifier et à exécuter si on veut vraiment faire le changement. Lorsque les gens ont commencé à passer aux bâtiments en acier, tout le monde a commencé à remarquer ses avantages. À long terme, le bois pourri absorbe et libère de l'humidité, ce qui peut compromettre une structure. Certaines personnes ont choisi le plastique recyclé pour construire de nouvelles maisons, en le transformant en poudre brute et en le façonnant comme elles le souhaitent. Elles ont créé des poutres, des blocs, des briques et des piliers. En Amérique du Sud, un groupe de personnes fait déjà cela en créant de petites maisons à 2 pièces faites principalement de plastique recyclé. C'est moins cher à fabriquer, on se débarrasse des déchets, et il ne faut que 5 jours pour la construire avec 4 personnes. Peut-être qu'un jour, nous verrons des gratte-ciels fabriqués à partir de déchets recyclés. Et peut-être même des villes entières faites à partir de déchets. Au Yémen se trouve une petite ville connue comme la plus ancienne métropole du monde. Au milieu du désert, les habitants ont dû trouver un moyen de construire des abris sans bois. Shibam, alias le Manhattan du désert, est faite de terre fertile, de foin et d'eau, dont on a fait des briques qu'on a laissées cuire au soleil pendant des jours. À l'époque, cette ville était une halte pour de nombreux voyageurs arrivant en caravane. La plupart des bâtiments avaient 7 étages, et les rez-de-chaussée étaient utilisés pour stocker le bétail et les récoltes. Les niveaux supérieurs étaient des lieux de socialisation et de surveillance des nouveaux arrivants. Les bâtiments en boue sont des rafraîchisseurs naturels. La boue repousse la chaleur, faisant l'atmosphère fraîche piéger à l'intérieur. Le premier gratte-ciel en béton armé a été construit à Cincinnati, Ohio, en 1903. Il comptait 16 étages et ne devait même pas durer toute la nuit. Les gens pensaient qu'il s'écroulerait sous son propre poids, tandis que d'autres croyaient qu'il basculerait. Lorsqu'ils ont retiré les colonnes de soutien, un journaliste local est resté éveillé toute la nuit pour documenter l'effondrement du bâtiment. Mais ils avaient tous tort. La plupart des gratte-ciels européens sont concentrés dans 5 villes. Il s'agit de Londres, Francfort, Paris, Moscou et Istanbul. Mais même réunis, tous ces endroits comptent moins de gratte-ciel que la ville de New York à elle seule. Pour qu'un bâtiment soit considéré comme un gratte-ciel, il doit mesurer environ 150 mètres de haut, ce qui signifie qu'il doit comporter au moins 40 à 50 étages. Un étage mesure en moyenne 4,27 mètres du sol au plafond. Si tu étais allé aux États-Unis juste avant les années 1870, tu aurais trouvé un seul gratte-ciel. Le Home Insurance Building à Chicago était le premier gratte-ciel du monde, avec 10 étages. Waouh! En Europe, les premiers gratte-ciels sont apparus à Moscou. On les appelait les 7 sœurs. Mais ils ont été construits dans le courant des années 1900. L'Amérique du Nord a ensuite commencé à construire de plus en plus de gratte-ciels. Cela s'est produit parce que les villes devenaient trop peuplées, chaque parcelle de terrain avait trop de valeur. La skyline de New York est si célèbre que tu pourrais probablement la reconnaître même si tu n'es jamais allé dans cette ville auparavant. Il en va de même pour Paris, mais tu pourrais imaginer la Tour Eiffel entourée ou même bloquée par des gratte-ciels? Elle perdrait sûrement un peu de sa magie. C'est dans le quartier de la Défense que se trouvent les gratte-ciels de Paris. Ainsi, ils ne gâchent pas le paysage romantique et touristique de la ville. À Londres, les choses sont faites un peu différemment. Certains de ces gratte-ciels ont des formes particulières. L'une de ces constructions est le cornichon. Si tu restes coincé dans ce bâtiment, tu seras vraiment un cornichon. Un autre gratte-ciel de forme intéressante est The Shard. Il y en a un autre surnommé le Cheese Grater. Ce ne sont pas leurs noms officiels, bien sûr, mais ils ont un sens si tu regardes la forme de ces bâtiments. Mais il ne s'agit pas d'un concept architectural anodin. Si les gratte-ciels ont cette forme, c'est pour ne pas masquer la cathédrale Saint-Paul. À propos, le sommet de cette construction monumentale est visible même depuis la King Henry VIII Mound. Et c'est très loin. Et pas seulement, car il y a aussi d'autres curiosités comme la Tour de Londres et le Palais de Westminster. Ils ont leur propre point de vue. Donc, pour ne pas gâcher la ligne d'horizon de Londres, il n'est pas permis de construire quoi que ce soit qui puisse bloquer ces monuments. La plupart des villes européennes existaient déjà lorsque les États-Unis ont commencé à construire leur premier gratte-ciel. C'est pourquoi elles n'avaient pas beaucoup d'espace pour accueillir ces gigantesques bâtiments. Le découpage uniforme des villes est le résultat de leur croissance régulière au fil des ans.
Par exemple, à Lisbonne, il y a un point de vue dans le parc Eduardo VII. De cet endroit, on peut voir tous les parcs et la rivière. Si tout à coup un groupe de bâtiments de 150 mètres de haut se dressait autour, cette vue magnifique serait totalement gâchée. Tu ne verrais plus cette avenue emblématique et oublie la rivière. À la place, il y aurait juste des immeubles. Comme Lisbonne, de nombreuses autres villes d'Europe ne veulent pas que les gratte-ciels gâchent leur patrimoine culturel. Prenons l'Allemagne. La plupart de ces gratte-ciels se trouvent à Francfort. Dans d'autres villes, on préfère protéger et restaurer les bâtiments existants. Et même si, disons, Berlin voulait construire des gratte-ciels, elle ne pourrait de toute façon pas le faire. Son sol ne le permettrait pas. Si tu mets un gratte-ciel, il va couler. Construire une fondation pour un très haut bâtiment à Berlin signifierait investir beaucoup d'argent. Le sol est trop sablonneux et trop mou. Mais que se passerait-il si tu ignorais tout le patrimoine culturel et décidais quand même de remplir une ville européenne comme Prague de gratte-ciel ? Tout d'abord, il faudrait démolir une grande partie de ce qui existe déjà là-bas. Cela entraînerait des manifestations de gens en colère qui se plaindraient de la disparition de la ville qu'ils connaissent et aiment. Bruxelles en fait l'expérience. Il existe un mot pour désigner ce phénomène, la bruxellisation. En termes simples, cela signifie que l'on ne se soucie pas de l'endroit où l'on place les nouveaux immeubles de grande hauteur. Ici, c'est bien. Oh, on va en mettre un là-bas aussi. Mais dans la plupart des cas, les autorités municipales ne veulent pas que les nouvelles constructions modifient l'aspect historique du lieu. Certaines grandes villes européennes pourraient même suivre l'exemple de la France et choisir un quartier distinct, un endroit réservé aux gratte-ciel. Le Burj Khalifa, qui s'élève à plus de 823 mètres, est le plus haut bâtiment du monde. Sa construction n'a pas été une mince affaire. Il a fallu 6 ans pour le construire, et les gens disent que cela en valait la peine. La construction est si haute qu'on peut la voir à 96 km de distance quand le ciel est dégagé. Le plus haut bâtiment d'Europe ne fait que la moitié de cette taille. Le centre Lacta, à Saint-Pétersbourg, fait un peu plus de 460 mètres de haut. La question est la suivante, si les gratte-ciels sont si hauts, pourquoi ne se font-ils pas renverser par le vent ? Eh bien, c'est leur structure, en partant de leur fondation jusqu'au point le plus haut du bâtiment, qui est la réponse. Prends le Burj Khalifa, s'il te plaît. Le sol où le gratte-ciel est construit n'est pas idéal. Ainsi, sous les fondations en béton de 110 000 tonnes de cette énorme construction, on trouve 192 pieux enfoncés à plus de 50 mètres de profondeur. Grâce à la friction entre le béton et le sol, ces pieux ne bougent pas du tout, créant ainsi une fondation solide. Mais la plupart des gratte-ciels sont toujours construits sur la roche mère, car elle bouge à peine. Leur charpente est faite d'acier. Si tu voyais un gratte-ciel sans sa structure externe, tout ce que tu verrais serait un tas de poutres en acier. Plus le bâtiment est haut, plus les vents exercent une influence sur lui. Les maîtriser est l'un des plus grands défis que doivent relever les gratte-ciels. Imagine que tu te trouves à l'un des derniers étages d'un gratte-ciel. Soudain, une forte rafale de vent frappe le bâtiment. L'ensemble de la construction se met à vaciller et tu peux le sentir même à l'intérieur. Tu risques même d'être renversé si tu ne t'accroches pas à quelque chose. Pour éviter ce genre de situation, la plupart des gratte-ciels ont une structure pendulaire à l'intérieur. Elle absorbe une partie de la force du vent. Cette chose s'appelle un amortisseur dynamique accordé. Le mécanisme agit comme un contrepoids. Lorsqu'un gratte-ciel est frappé par le vent, c'est cet amortisseur qui bouge à la place du bâtiment. Certaines constructions de grande hauteur n'ont pas besoin de ce pendule. The Shard, par exemple, traite le vent à l'aide de sa forme conique. Et la tour Shanghai utilise sa rotation de 120 degrés. Ces deux gratte-ciels ont des structures incroyablement intelligentes. C'est pourquoi elles ne vacillent pas trop lorsque le vent les frappe. The Shard n'a pas d'amortisseur dynamique accordé, et celui de la tour de Shanghai sert uniquement d'attraction touristique. Avant que le design d'un bâtiment soit finalisé, il est normalement soumis à un test en soufflerie. Une ville modèle est construite et testée avec ce nouveau bâtiment de très grande taille. Lorsque les experts mettent le vent en marche, ils simulent les conditions réelles. Imaginons que le gratte-ciel modèle se brise sous la pression du vent pendant le test. Il y a de fortes chances pour qu'il se renverse aussi dans la réalité. Les vents peuvent y être tellement forts que les éoliennes sont devenues monnaie courante. Le Bahrain World Center en possède 3 en plein milieu du bâtiment, mais il y en a d'autres. Strata SE1 par exemple a des éoliennes au sommet. Il y a un phénomène appelé effet d'appel d'air. Il s'agit de vents accélérés par des gratte-ciels. Lorsqu'une puissante rafale de vent frappe un immeuble de grande hauteur, elle est poussée vers le haut autour des côtés de la construction et vers le bas en direction de la rue. C'est pourquoi si tu passes devant un bâtiment particulièrement haut un jour où il y a beaucoup de vent, tu peux être obligé de le contourner.
Mais supposons que plusieurs gratte-ciel quadrangulaires soient construits les uns à côté des autres. Ils risquent alors de canaliser le vent dans les rues. Cela peut créer des mini-ouragans, les jours particulièrement exposés au vent. Une étude a examiné 100 des plus hauts bâtiments qui étaient sur le point d'être démolis par leurs propriétaires. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux avaient une durée de vie moyenne d'à peine 42 ans. Mais certains d'entre eux peuvent durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, le Temple Court Building est toujours debout à ce jour. Avec ses 45 mètres, il est un peu plus petit que d'autres, mais il a déjà connu plus de 100 hivers au cours de sa vie. La première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à te débarrasser d'un bâtiment, c'est la poussière, les débris et le bruit assourdissant. Mais les choses ne sont pas aussi compliquées que cela pour la plupart des gratte-ciel. Lorsque tu veux t'en défaire, tu le démontes petit à petit. Ce processus commence par le haut et se poursuit jusqu'en bas. Voilà, le bâtiment disparaît lentement devant tes yeux. Abracadabra! Bienvenue à Evercity. Cette mégalopole est construite à l'intérieur d'une montagne relativement jeune. L'Everest n'a qu'environ 55 millions d'années, mais c'est déjà la plus haute montagne du monde. 9000 mètres. Imagine la Statue de la Liberté. Imagine maintenant qu'elle a 83 frères et sœurs jumeaux, et qu'ils se tiennent tous les uns au-dessus des autres. À l'époque, pour y parvenir, il fallait passer de sérieux tests de conditionnement physique, s'entraîner pendant des mois, être en parfaite santé et dépenser beaucoup d'argent. Oh, et surtout, être un peu fou. Maintenant que le mont Everest a été transformé en ville, tu n'as plus besoin de tout ça, excepté de l'argent, car les appartements ici ne sont pas vraiment donnés. Il est facile de se déplacer dans Evercity. En fait, la ville est constituée de 6 cercles. Ça ressemble à un doigt avec 6 anneaux. Le cercle le plus bas et le plus grand est la zone résidentielle. Les plus hauts et les plus petits, vers le haut, sont ceux où vivent les gens les plus riches. En dessous, il y a le cercle de la méditation, puis un cercle pour les hôtels et 2 cercles de pur divertissement. Evercity n'est pas construite comme une ville ordinaire. Tu n'y trouveras pas de grandes maisons ou d'autoroutes à 6 voies. Presque tous les bâtiments sont construits à l'intérieur de la montagne. Au début, les gens construisaient des maisons ordinaires, mais les vents glacés et les avalanches les détruisaient sans cesse. Alors les ingénieurs ont décidé de bâtir des maisons à l'intérieur de la montagne. Celles-ci sont reliées par des tunnels souterrains. Depuis l'intérieur, la montagne ressemble à un système de labyrinthe. L'entrée d'Evercity est située au pied de la montagne. Chaque jour, des centaines de milliers de voitures entrent et sortent de la ville. Il n'y a pas d'usine ou de centrale électrique dans la cité. L'électricité, le gaz, la nourriture, tout vient du monde extérieur. C'est pourquoi tout ce qui se trouve à Evercity est si cher. Les gens veulent garder la montagne couverte de neige, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'usine et autres. Il n'y a presque pas de chauffage dans les maisons. Les gens vivent ici comme ils le font dans des hôtels de glace. Mais il est inutile de se promener en portant un tas de couches. Les designers ont créé des pantalons, des chaussettes et des t-shirts thermiques spéciaux qui se glissent sous tes vêtements habituels. Tout cela, plus un jean et un t-shirt, suffit à te garder bien au chaud. Pour maintenir la fraîcheur de ton visage, ils ont mis au point une crème spéciale. Elle réchauffe et hydrate ta peau et elle a un indice de protection de 100, ce qui correspond à peu près à ce dont tu aurais besoin si tu aimais te promener au sommet de l'Everest. Envie de t'arrêter dans un café puis de prendre un cheeseburger double bacon et peut-être une part de gâteau au fromage? Cela te coûtera environ 500 $. Un billet de cinéma revient au moins à 100 $ et Internet est si cher que tu devrais payer environ 1 $ juste pour regarder cette vidéo. Malgré tout, de plus en plus de gens s'installent à Evercity chaque année. C'est paisible et calme, on se sent en harmonie et en unité avec la nature. Il y a aussi un centre de méditation mondialement connu, situé sur son propre cercle spécial. Des gens du monde entier viennent ici pour rétablir l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Mais le plus grand avantage est que tu peux visiter le sommet quand tu veux, comme si c'était ta promenade quotidienne dans le parc. Avant Evercity, il était extrêmement dangereux de conquérir cette montagne. Il y a là-haut 3 fois moins d'oxygène que dans n'importe quelle autre ville. Or, si ton corps ne reçoit pas assez d'oxygène, tu peux avoir de gros problèmes. Les alpinistes avaient l'habitude d'emporter des bouteilles d'oxygène avec eux, ce qui les ralentissait et rendait tout plus compliqué. Il est difficile de se dégager d'une avalanche avec d'énormes bouteilles métalliques sur le dos. Les vents forts sont aussi un gros problème. Au sommet, le vent peut souffler à 160 km/h. Si tu essaies de prendre une photo en sautant, tu seras propulsé dans le vide. Il fait si froid que des stalactites se forment sur tes cheveux et que ta peau se couvre d'une fine croûte de glace.
Et quand tu es là-haut, tu as un super pouvoir très spécial et terrible. Un cri puissant peut provoquer une avalanche. Mais maintenant, tout est facile. Pour atteindre le sommet de l'Everest, il suffit de s'asseoir sur une confortable capsule de motoneige. Elle te protégera du mauvais temps et des avalanches. Si la neige est trop abondante, il te suffira d'allumer un puissant chauffage, d'attendre un peu que la neige fonde et de poursuivre ton voyage. Des bouteilles d'oxygène à l'intérieur de la cabine te permettront de respirer normalement. La nouvelle route qui mène au sommet est bien éclairée et il y a des panneaux partout, donc tu ne te perdras jamais. Le seul problème est le trafic. Chaque jour, des milliers de personnes veulent visiter le point le plus élevé de la planète. Il se peut que tu doives faire la queue pendant plusieurs heures. Mais ne t'inquiète pas, toutes les capsules Evercity sont équipées de l'internet haut débit, d'un écran 8K et de consoles de jeux. Et si tu as faim, tu peux toujours commander de la nourriture livrée par la toute dernière IA Robot Mobile des Neiges. Tu es arrivé, alors trouve rapidement une place de parking, laisse ta capsule là et dirige-toi vers la remontée mécanique qui t'emmènera directement au sommet. Il ne te reste plus qu'à mettre un masque à oxygène et à profiter de la vue. Alors que tu es là-haut, tu remarques une publicité qui t'invite à dîner dans le plus haut restaurant du monde, à une trentaine de mètres du sommet. Cela te coûtera environ 10 000 $. C'est tentant, mais tu n'as pas faim. Sens-toi comme le roi du monde. Viens dîner avec nous au Best Food Everest. La pub est plutôt bonne, mais tu te sens déjà comme le roi du monde. Tu hurles de joie et... Malheureusement, tu ne peux pas rester là-haut pour toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace au sommet, donc il ne te laisse qu'une minute pour profiter de la vue. Mais ce n'est pas grave, tu pourras revenir demain. Il y a deux façons de redescendre de la montagne. Soit tu prends ta capsule et tu rentres en voiture, soit tu prends un snowboard et tu descends. Mais avant de louer des skis ou un snowboard, il faudra montrer ton permis de conduire de l'Everest. Il indique si tu as passé le test spécial de snowboard et de ski. Tu prends un snowboard et tu dévales une piste éclairée. Tu passes devant des maisons qui se dressent juste au-dessous du sommet. C'est là que vivent les gens les plus riches. Ils peuvent sortir par la porte d'entrée et prendre un ascenseur spécial pour aller au sommet. Il faut être milliardaire pour avoir une de ces maisons, mais il y en a plus de 2000 en ce moment. La moitié appartient à des gens des États-Unis et de Chine. Malheureusement, toi, tu habites beaucoup plus bas dans la montagne. Mais cela a aussi ses avantages. Plus tu vis bas, moins tu paies pour la nourriture, les loisirs et l'électricité. Tu glisses vers le centre de méditation. Un système de ventilation spécial achemine l'air directement du sommet de la montagne avec un peu d'oxygène en plus. Tu inspires l'harmonie pure. Les 6 anneaux d'Evercity ont tous une vue à 360 degrés. Et de là-haut, tout ce que tu peux voir, ce sont de paisibles montagnes enneigées, mêlées à des nuages brumeux. Après la méditation, tu te diriges vers les anneaux de divertissement. Il y a de tout. Des cafés, tous les repas imaginables, des spectacles, un bowling, des salles d'arcade, et même une patinoire qui se trouve à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur de la montagne. Il existe différentes salles de sport, mais elles ont toutes une chose en commun, les bains de soleil. Tu t'allonges dans un hamac ou un lit et les rideaux s'écartent au-dessus de ta tête. Le soleil brille à travers les fenêtres scellées et tu reçois une dose complète de la lumière solaire la plus pure sur Terre. Juste 5 minutes et tu es prêt pour le reste de ta journée. Si tu ne veux plus sortir, tu peux rentrer chez toi par les tunnels. Ils ne sont pas sombres et froids si c'est ce que tu crois. Les tunnels d'Evercity ressemblent à des grottes de glace éclairées par des centaines de lumières. On se croirait dans un conte de fées sous la neige. Après une courte marche, tu arrives à ton appartement. Il est compact mais confortable. Pour économiser de l'argent sur l'électricité, tu as choisi de te passer de réfrigérateur. Pas de problème, tu gardes la nourriture dans une petite boîte juste devant ta fenêtre. La neige la conservera au frais. Grâce à un système de chauffage et de filtration, tu obtiens toute l'eau dont tu as besoin à partir des millions de tonnes de neige de l'Everest. C'est l'eau la plus propre du monde. Le soir, tu descends et tu regardes un film. Il y a un cinéma en plein air au pied de la montagne. La nuit, une énorme machine projette des films directement sur la surface enneigée de la montagne. Tu regardes le film dans des capsules, soit seul, soit en groupe. Un peu comme un drive-in. Quelle expérience! Visitez Evercity à tout moment de l'année. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde ou dans un pays exotique pour voir des choses étranges. Il te suffit d'aller sur Reddit. Ces utilisateurs partagent des trucs bizarres et complètement fous qu'ils ont trouvés dans leur maison. Il est rare que les vieilles choses que l'on trouve dans nos maisons aient une quelconque valeur. Mais ce couple marié a vraiment gagné le jackpot.
À Cleveland, dans l'Ohio, ils avaient entrepris de rénover leur maison. L'homme était en train d'arracher des planches du plafond de la cave quand il a remarqué quelque chose derrière des barreaux. C'était une petite valise verte. Il en a trouvé une deuxième dans une autre partie de la cave. Au début, les époux ont cru que les valises contenaient de vieilles cartes de baseball. Mais à la place, ils ont trouvé un trésor d'une valeur de 38 000 €. C'était en fait d'anciens billets de banque et certains étaient extrêmement rares. Cette découverte les a enchantés, mais ils n'ont pas dépensé cet argent pour se divertir. L'homme a affirmé qu'il a servi à payer l'hypothèque de leur maison. Ces gens ont été encore plus chanceux. Des habitants d'une petite ville anglaise du North Yorkshire faisaient des rénovations dans une maison. Et ils ont découvert l'un des plus grands trésors de pièces d'or anglaises du XVIIIe siècle, jamais trouvé en Grande-Bretagne. Les propriétaires avaient retiré un petit vase en argile de la taille d'une canette dans le béton au-dessous du plancher. La surface du vase était recouverte d'une fine couche de sel et à l'intérieur, il y avait environ 260 pièces d'or. La valeur estimée de ce trésor était d'environ 225 000 €. Mais tout dépendrait de la vente aux enchères. Le montant pouvait atteindre le demi-million. Un utilisateur s'est rendu dans l'immeuble où vivait sa mère. Au sous-sol, il a découvert l'énorme chambre forte d'une banque. Il y avait une porte métallique ronde et épaisse menant au coffre. Il n'a pas trouvé d'argent ni d'or, mais la chambre forte était en excellent état. D'autres utilisateurs de Reddit ont ensuite découvert comment cela pouvait arriver. Quand une banque fait faillite, elle emporte tous ses biens, à l'exception de son coffre-fort. Démonter un tel objet entraîne des frais énormes. Il ne peut pas être retiré sans un équipement très coûteux. Voilà pourquoi les banques abandonnent leurs coffres-forts dans leurs anciens locaux. Un autre utilisateur de Reddit a écrit qu'un cabinet d'avocats avait racheté le bâtiment d'une banque et transformé son coffre-fort en bureau. Comme ils n'avaient pas pu percer son mur épais pour y installer une fenêtre, ils avaient simplement accroché la photo d'une fenêtre. Un autre utilisateur a publié la découverte effrayante qu'il avait faite dans son sous-sol. Il s'agissait d'un énorme trou sombre et rempli de liquide froid. L'utilisateur n'avait pas paniqué, il avait mesuré le trou. Celui-ci ne faisait que 2,5 mètres de profondeur et était à moitié rempli d'eau. Il n'avait rien trouvé d'autre, ni pièce secrète, ni donjon. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse, mais d'une citerne. Ce sont les utilisateurs de Reddit qui ont aidé notre ami à tout comprendre. Autrefois, on équipait les maisons de citernes afin de constituer des réserves d'eau. Ces réservoirs étaient répandus dans les zones sèches où l'on ne disposait pas d'un système d'eau courante. Ou lorsque les gens avaient peur qu'une rivière ou un réservoir soit pollué, ils recueillaient l'eau de pluie et la stockaient dans leurs citernes. Pour éviter la contamination du sol environnant, ils cimentaient leurs parois. Puis, ils utilisaient cette eau pour faire le ménage, pour le bain et la lessive. Il est même possible d'installer des filtres dans ce type de réservoir afin de rendre l'eau potable. Cet utilisateur a trouvé quelque chose d'étrange, non pas dans sa maison, mais dans le sous-sol du bureau où il travaillait. Dans une pièce sombre en béton, parmi tout le bric-à-brac, il a vu une porte en fer rouge menant vers l'inconnu. « N'ouvrir en aucun cas » était-il écrit sur sa surface froide. Il n'y avait ni cadenas, ni serrure, seulement des boulons. L'utilisateur aurait pu facilement l'ouvrir, mais il ne l'a pas fait. Oserais-tu ? En fait, cette porte n'était pas du tout effrayante, mais elle était assez dangereuse. Il s'agissait d'un local de transformateur avec une puissance électrique très élevée. Il pouvait exploser, prendre feu ou même électrocuter quelqu'un. C'est pourquoi il avait été placé au sous-sol, loin des gens. Personne, à part les électriciens, n'avait le droit d'y accéder. Une personne a trouvé une étrange petite pièce dans le grenier de son nouvel appartement, derrière une petite porte en fer. À l'intérieur, il y avait un petit lit, plusieurs étagères et une fenêtre étroite. Apparemment, quelqu'un avait vécu ici, mais qui et pourquoi ? Il n'y avait presque aucune information à ce sujet. Imagine que tu visites une maison abandonnée et que tu vois soudain un fantôme coincé dans le mur, en train d'essayer de s'échapper. Un utilisateur de Reddit a photographié cette chose bizarre dans une telle maison. On dirait une personne qui tente de se libérer d'un mur. Bien sûr, il n'y a là rien de mystérieux, c'est simplement l'œuvre d'un sculpteur hors pair. Mais quand même, ça fait froid dans le dos. Des utilisateurs trouvent régulièrement des pièces secrètes dans leur maison, et personne ne sait à quoi elles servent ni qui y a vécu. Mais ce gars-là a trouvé un espace très pratique et extrêmement précieux. Dans l'arrière-cour de sa maison,
Il a découvert un abri anti-déchets radioactifs des années 60. L'endroit a l'air sympa et on s'y sent certainement en sécurité. Cet utilisateur a emménagé dans une nouvelle maison et a trouvé cette étrange porte dans l'un de ses murs. Ça ressemblait au réduit d'un chauffe-eau, mais il s'est avéré que la porte donnait sur une pièce mystérieuse. Elle était petite, mais confortable. Quelqu'un avait même mis un tapis par terre, mais il y avait une autre porte avec un verrou au fond de cette pièce. L'utilisateur a ouvert la porte et a pénétré dans une autre pièce beaucoup plus effrayante. Ses murs et son plafond étaient recouverts de plaques insonorisantes et de bâches de plastique. Il y avait aussi 3 ou 4 prises et une espèce de petit lit. Il y avait une mallette par terre, une vieille boîte en bois, des enveloppes avec des billets de différents pays et 4 petites barres d'argent. Mais la chose la plus étrange était un coffre-fort noir. L'utilisateur l'a ouvert et a trouvé plusieurs cassettes vidéo ainsi qu'une feuille de papier. « Sauve-toi » était-il écrit à l'encre noire. L'utilisateur a voulu partager le contenu des cassettes sur Reddit. Les gens ne le croyaient pas, pensant qu'il avait tout inventé. Mais ensuite, un autre utilisateur a dit qu'il connaissait l'ancien propriétaire de la maison. C'était un type ordinaire. Puis, l'utilisateur a publié le contenu des cassettes. Les enregistrements étaient assez troublants. Quelqu'un a suggéré qu'il s'agissait d'une campagne de promotion pour un film d'horreur. Mais peu après, l'utilisateur a avoué que tout cela était un canular dont il avait perdu le contrôle et qui était devenu viral. Il a décrit en détail la façon dont il avait tout mis en scène, mais les administrateurs du site ont vite tout supprimé. Terminons notre liste avec l'appartement le plus étrange qui soit. Imagine que tu te promènes dans un quartier parisien et que tu entres dans un immeuble où vivent des gens ordinaires. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes près d'une vieille porte. Tu appuies sur la poignée et tu entres à l'intérieur. Tu as l'impression d'être dans un film d'horreur avec des fantômes. Les armoires, les chaises, tous les meubles ont été fabriqués au début du siècle dernier. Les pièces ressemblent à un vieux magasin d'antiquités. Tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. Il y a des poupées et des peluches sinistres par terre. Mais rien d'étrange n'est arrivé ici. La propriétaire a quitté cet endroit dans les années 40. Elle a tout laissé en l'état. Elle est partie vivre ailleurs et n'a jamais parlé de son ancien appartement. On ignore également la raison pour laquelle elle n'est jamais revenue. L'appartement est dans le même état depuis 70 ans. Les proches de la propriétaire ont engagé des experts afin d'estimer la valeur de l'appartement. En 2010, en s'y rendant, ils ont découvert entre ses murs un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, peint au XIXe siècle. Cette peinture leur a rapporté 2,3 millions d'euros. Tu en as marre de l'endroit où tu vis? Tu en as assez de ne pas avoir une chambre avec vue sur les douves ou un jardin assez grand pour une parade d'éléphants? Il est peut-être temps de changer d'air. Alors, voici quelques options qui pourraient t'intéresser dans ta quête de salubrité. Tout d'abord, as-tu déjà envisagé de louer le palais de Buckingham? Situé en plein cœur de Londres, ce vaste palais est l'un des sites touristiques les plus visités du Royaume-Uni, surtout pour les personnes qui désirent avoir un aperçu du traitement royal. Au début du XVIIIe siècle, le duc de Buckingham a demandé à un architecte du nom de William Wynd de bâtir Buckingham House. Et oui, une maison et non un château. Ce n'était là que les prémices de ce à quoi ressemble le Grand Palais d'aujourd'hui. En 1761, le roi George III a racheté Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte. Mais c'est leur fils, le roi George IV, qui a amorcé la transformation de Buckingham Palace vers sa démesure actuelle. En fait, il est peut-être même allé un peu trop loin. Le roi George IV avait clairement le goût de la décoration. Il a sollicité John Nash, un architecte néoclassique, pour élever le bâtiment et son parc au rang de monument étincelant d'opulence. Le Parlement avait alors accepté de couvrir 150 000 livres sterling de ses dépenses. Mais en bout de compte, les coûts de rénovation ont fini par s'accumuler pour atteindre près d'un demi-million, soit presque 1 milliard d'euros en monnaie d'aujourd'hui. Avec ses 775 pièces, le palais a beaucoup à offrir, y compris des caractéristiques uniques que tu ne trouverais sûrement pas dans le parc immobilier habituel. Par exemple, une rivière qui coule en dessous. À l'époque, la rivière Tyburn était constamment remplie de saumon, le rêve de tout pêcheur. Aujourd'hui, elle passe dans un canal souterrain et s'écoule sous Buckingham Palace en traversant Londres. Certaines organisations de passionnés de pêche se sont mobilisées pour ramener la rivière à la surface. Mais cela impliquerait de démolir plusieurs bâtiments en chemin, y compris le palais de Buckingham lui-même. Ils devront peut-être donc se contenter d'autres endroits pour taquiner le goujon.
Le jardin de 16 hectares de Buckingham Palace a de nombreux usages. C'est le jardin londonien particulier du roi, et il joue également un rôle clé dans de nombreux galas royaux tout au long de l'année. Les plus célèbres de ces sauteries étaient les garden parties de la reine, qui pouvaient chacune accueillir jusqu'à 24 000 invités dans l'enceinte du jardin. Sa taille est si vaste qu'il pourrait contenir 29 terrains de football dans ses murs, avec encore un peu de place pour accueillir le thé de l'après-midi. On y trouve même un lac. Des chameaux, des crocodiles, des éléphants et bien d'autres curiosités du monde animal ont élu domicile sur les terres du château. Sous le règne du roi Henri VIII, les cerfs gambadaient à l'état sauvage dans le parc. Puis, des années plus tard, le roi Jacques y a introduit un zoo entier, auquel ses successeurs ont très volontiers contribué. La reine Charlotte a ainsi reçu un zèbre et 8 éléphants, et la reine Victoria s'y est amusée à monter Jumbo, le célèbre éléphant de cirque du maître de piste P.T. Barnum. Alors, combien cela coûterait-il de louer Buckingham Palace pour un mois ? Eh bien, nous parlons d'un montant raisonnable d'environ 17,5 millions d'euros. Cela signifie qu'il rapporterait environ 230 millions par an en loyer. Mettons ce chiffre en perspective. Pour 17,5 millions d'euros, tu pourrais acheter la montre la plus chère du monde, incrustée de 1200 diamants. Ça fait donc une babiole à 3,5 millions d'euros pour toi et 3 de tes amis. Et il te resterait encore 3 millions d'euros pour aller chercher le pain. Si Buckingham Palace n'est pas à ton goût, peut-être qu'une autre résidence royale, le château Windsor, pourrait mieux te convenir. Le château s'étend sur plus de 54 000 mètres carrés et renferme près de 1000 ans d'histoire royale, remontant jusqu'aux Normands. Le château de Windsor serait le plus grand et le plus ancien château encore occupé du monde. Construit à l'origine par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il a servi de demeure à 39 monarques depuis. Aujourd'hui, le roi Charles passe la plupart de ses week-ends loin de ses fonctions au château. Parmi ses points forts, il y a la pièce des Douves. On y trouve aujourd'hui une maquette de l'ancien château. Dans les appartements royaux, on peut voir des peintures créées par de nombreux artistes célèbres au mur. Et bien sûr, on trouve une impressionnante collection d'armes et d'armures dans le grand vestibule. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vestibule rien que pour mon armure. Alors, combien coûterait la location de cette merveille ? Le loyer mensuel te coûterait autant que d'acheter 40 maisons britanniques moyennes sans hypothèque, soit 13,6 millions d'euros. Pour le même montant, tu pourrais aussi acheter une île privée à 30 minutes des côtes de Manhattan. Alors, choisis judicieusement. Si ni l'un ni l'autre n'entre dans ton budget, que penserais-tu de Kensington Palace ? C'est la résidence actuelle du prince William et de Kate Middleton, dans le centre de Londres, tout près de Hyde Park. Il est pourvu de plusieurs ailes et garni d'appartements royaux où de nombreux membres de la famille royale ont élu domicile, dont la princesse Diana. L'appartement de Kate et William est loin de ce que tu imagines quand tu penses à un appartement ordinaire. C'est plus comme un manoir à l'intérieur d'un plus grand manoir. Une partie de celui-ci comprend même une tour ornée d'une horloge. En 1689, le roi Guillaume III et la reine Marie ont acquis ce manoir dans un village du nom de Kensington pour près de 20 000 livres, soit environ 5,3 millions d'euros d'aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Kensington House. Depuis, des générations d'aristocrates se sont succédés dans le palais. La reine Anne a œuvré à l'expansion de ses jardins et a également fait ériger l'orangerie, qui n'était qu'une serre au départ. Maintenant, elle fait office de restaurant ouvert au public. Quoique ne disposant que de 20 chambres, elle se rattrape avec ses 12 hectares de terrain. À l'intérieur, on trouve 2 halls d'accueil et de nombreux bureaux où les membres de la famille royale peuvent travailler. On y compte aussi 3 cuisines. Tu pourrais donc céder à 3 collations de minuit différentes et ne jamais visiter 2 fois le même frigo. De plus, les appartements royaux à l'intérieur possèdent leur propre salle de sport privative, ainsi qu'un ascenseur, ce qui est toujours utile puisqu'il s'étend sur 4 étages. Louer le palais de Kensington te coûterait environ 2 millions d'euros par mois. Avec 2 millions, tu pourrais t'offrir une Lamborghini haut de gamme qui a une puissance de 770 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes. Il te resterait cependant de la monnaie, car la Lamborghini ne coûte que 1,9 million. Tu pourrais donc aussi jeter quelques ondas dans ton panier tant que tu y es. Sandringham House était la très appréciée résidence secondaire de campagne de la reine Elisabeth II. Sandringham est un immense domaine que la famille royale utilise pour de nombreuses occasions, puisqu'il dispose de commodités allant de fermes fruitières à un musée complet. C'est surtout l'endroit où la monarchie anglaise aime passer ses vacances d'hiver. Il se trouve à Norfolk, en Angleterre, à environ 160 km au nord de Londres, et est construit sur 8000 hectares de terrain. Pour mettre cela en perspective, 1 hectare correspond à la surface de terre
terre qui aurait pu être labourée en une journée par 2 ou 3 bœufs au Moyen-Âge. Donc, pour labourer la terre du domaine de Sandringham en un jour, il aurait fallu près de 20 000 personnes conduisant 20 000 bœufs. En 1862, la famille royale britannique a acquis ce domaine comme villégiature pour le prince de Galles, futur Édouard VII, et sa fiancée Alexandra de Danemark. Après cela, le domaine a été transmis à la reine Élisabeth II. Plus de 200 personnes y travaillent, dont des agriculteurs, des jardiniers et des ouvriers de la scierie et de l'usine de pressage de pommes. Combien coûterait un loyer mensuel dans cette immense demeure ? Environ le même prix que 53% arabes, soit 8,5 millions d'euros. Le château de Versailles, en France, était à l'origine un lieu de villégiature privée pour Louis XIII et sa famille. Sous la supervision de Louis XIV, la résidence royale a été agrandie et transformée pour devenir un palais tentaculaire, entouré de jardins majestueux. Chaque détail a été conçu à la gloire du roi Soleil et souligne son extravagance. André Le Nôtre y a créé des jardins à la française, agrémentés de bassins qui donnaient l'illusion d'une eau magiquement immobile, exprimant ainsi le pouvoir du roi sur la nature elle-même. Ce fut aussi un temps la résidence privée de Marie-Antoinette. De toutes ces pièces, la plus impressionnante est la Galerie des Glaces. C'est une longue galerie bordée de 17 grands miroirs, faisant face à 17 fenêtres pour refléter les jardins de l'extérieur. D'opulents lustres scintillent sur un plafond orné de fresques baroques et les murs sont construits en marbre blanc. Combien cela coûte-t-il de vivre comme Louis XIV pendant un mois ? Eh bien, certains espaces sont alloués pour le public. Le prix démarre à 2 600 €. Et avec 2 300 pièces au total, cela porterait la valeur locative de tout l'endroit à 179 millions d'euros par mois. Cela reviendrait à acheter 55 pianos à queue, sculptés dans du cristal pur, lesquels coûtent 3,2 millions chacun. Ok, mais savais-tu qu'il existe des châteaux que tu peux réellement louer ? Par exemple, il existe un château appelé Pitt's Castle en Irlande, qui a été construit il y a plus de 600 ans. Même s'il a conservé sa structure originale du XVe siècle, il a été rénové ces dernières années pour en faire une destination de rêve. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un château ancien. Ce n'est donc pas vraiment le Ritz. Les escaliers sont étroits et aucune des chambres n'a été conçue pour accueillir l'eau courante. Cela signifie que si tu as besoin d'aller au cabinet à 3 h du matin, il faudra y aller à pied et dans le froid. L'hôtel coûte 145 € la nuit et il est ouvert à tous ceux qui cherchent à s'offrir des vacances royalement extravagantes. Si ça excède ta fourchette de prix, tu es tout excusé. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 53% tous les mois.